Merci. Bon, c'est à mon tour voilà, de traiter une des indications princeps du strain, qui est la cardiopathie ischémique. On va voir que dans notre pays, en tout cas, la technique est très largement sous-utilisée, puisqu'on va voir que les papiers, notamment assez récents, ont traité des différents aspects de la cardiopathie ischémique et que le strain commence peu à peu à passer d'un outil de recherche il y a quelques années à un paramètre qui doit rentrer dans la routine, il est en train d'acquérir une maturité en termes de puissance et de sensibilité. Donc on va voir un petit peu les différents aspects ou bien l'apport du strain dans les différents aspects de la maladie coronaire. Et on va commencer par la détection de la maladie coronaire. Et bon, l'usage qu'on a l'habitude de faire, c'est quand on a un patient avec une cardiopathie ischémique fortement suspectée sur des troubles de la cinétique segmentaire déjà présents et donc sur l'analyse visuelle, la présence d'une altération régionale du strain permet à l'échographiste, disons, d'être plus à l'aise dans son diagnostic. Cet usage a été également, utilisé dans l'écho de stress, puisque voilà, dans l'écho de stress, puisque l'analyse, disons, de la cinétique pariétale, qui parfois même avec des échographistes assez habitués à la technique, fait défaut, et disons, l'ajout d'une analyse du strain dans les différentes étapes du stress et la constatation, comme ici, d'une altération du strain régional vient confirmer et réconforter le diagnostic d'une ischémie sur tel ou tel territoire coronaire. Ceci a été déjà confirmé sur ce papier qui n'est pas récent, qui date de maintenant de pratiquement 10 ans, et qui a démontré que l'étude et l'analyse de la cinétique pariétale seule avait une sensibilité qui ne dépasse pas 76% et une spécificité à 92%, mais ajouter le strain à l'analyse de la cinétique segmentaire, ramener cette sensibilité à pratiquement 100%, avec, regardez, la précision diagnostique tend vraiment à être maximale si on utilise les deux aspects, disons, de l'analyse segmentaire, strain et analyse de la cinétique pariétale. Mais le vrai challenge, c'est ce qu'on va voir sur les différents papiers que j'ai sélectionnés pour vous, c'est quand on a vraiment un patient avec une suspicion de maladie coronaire, mais avec une cinétique normale, est-ce que le strain va apporter, disons, une valeur ajoutée pour détecter la maladie coronaire à un stade, disons, précoce, sans forcément aller à l'angiographie. Et le papier que j'ai sélectionné pour vous, donc c'est une étude qui date de 2013, c'est une étude qui a comparé les paramètres échographiques, les paramètres de l'épreuve d'effort et leur corrélation avec la coronarographie chez des patients admis avec une maladie coronaire suspecte, mais sans trouble de la cinétique segmentaire ni de dysfonction ventriculaire gauche. Et cette étude a démontré que l'altération du strain global longitudinal était un facteur prédictif indépendant de présence de maladie coronaire. Plus encore, cette étude a vraiment relevé des choses beaucoup plus importantes. Ça veut dire qu'ils ont démontré que plus le strain est altéré, plus la maladie coronaire était sévère et diffuse, puisqu'on a, voilà, sur ce diagramme-là, plus le strain est altéré, plus le nombre de coronaires atteints était important. Ceci a amené les auteurs même à dresser, disons, une corrélation entre le strain régional et la topographie, disons, des lésions coronaires sous-jacentes. Plus encore, les auteurs de cette étude ont remarqué que chez des patients, ou bien parmi les patients ayant un strain global longitudinal altéré, ceux qui avaient un strain de la région apicale normale ou supranormale étaient, disons, porteurs de lésions sévères, à savoir des lésions du tronc commun gauche. Ceci a été donc amené à une conclusion que vraiment c'était un outil assez performant pour diagnostiquer la maladie coronaire, ou bien pour aider au diagnostic de la maladie coronaire chez des patients qui n'ont pas de troubles de la cinétique segmentaire. Ceci a été confirmé sur des études plus anciennes qui ont tout simplement démontré que l'altération du strain segmentaire sans trouble de la cinétique était corrélée dans cette étude-là à une maladie coronaire sévère avec soit des lésions tritronculaires ou des lésions du tronc commun gauche. Ceci est trop beau pour
être vrai, puisque cette méta-analyse qui a un petit peu regroupé, qui a analysé les différentes études faites sur le strain dans la détection de la maladie coronaire n'est pas du même avis, puisque voilà, les auteurs concluent que voilà, c'est un paramètre qui est certes assez probant dans certaines études, mais qui garde quand même, ou bien qui, in fine, a une précision diagnostique assez modeste. Pourquoi cela? Parce que sur cette méta-analyse, quand on voit un petit peu la sensibilité et la spécificité de ce paramètre dans les différentes études, on voit que ça vacille vraiment sur un large intervalle allant de 50% à 80%, ce qui un petit peu affaiblit la robustesse de cet outil. Deuxième critique qu'on peut, disons, dégager de cette méta-analyse, c'est le problème du cut-off. À partir de quel seuil on va dire que le strain est altéré? Et là encore, les études sont très, très disparates, avec des cut-offs allant de moins 17,4% à des chiffres étonnants de moins 19,7% qui sont considérés comme pratiquement normal pour la plupart des constructeurs. Une étude un peu plus récente de la même équipe qui cette fois a le même design d'étude, ça veut dire comparer les paramètres écho, le strain, l'épreuve d'effort et la coronarographie chez des malades avec une suspicion d'angor d'effort mais sans trouble de la cinétique, et qui cette fois s'est intéressé à un aspect assez actuel de l'analyse du strain, qui est le strain multicouche. Ça veut dire aller, disons, analyser le strain des différentes couches sous-épicardiques, sous-endocardiques et médiopariétales. Et sur cette étude, il dégage là encore que le strain, l'altération du strain au niveau épicardique et médiopariétal au repos chez ces patients était un facteur prédictif indépendant de présence de maladies coronaires significatives. Donc, si on peut, disons, associer et le strain global, disons, de toute la paroi à ce strain multicouche qui est disponible maintenant sur les logiciels d'échographie ou bien de post-traitement, on pourrait avoir une meilleure, disons, analyse de la déformation, et donc on va rajouter de la robustesse au paramètre strain. Ils avancent les cut-offs suivants, donc moins 15,1% pour le strain global longitudinal de la couche sous-épicardique et moins 16% pour la zone médiopariétale pour que la maladie coronaire soit fortement corrélée. On va voir maintenant un deuxième aspect, disons, de la maladie coronaire, c'est la recherche de viabilité. Et voilà, c'est un vrai souci quand on veut indiquer une reperfusion chez nos malades. Et vous savez que maintenant, on dispose de plusieurs techniques, l'écho de stress, l'IRM qui est maintenant le gold standard. Mais si on pouvait avoir un paramètre aussi facile à acquérir comme le stress, on serait beaucoup plus à l'aise dans la prédiction, disons, de la viabilité chez nos patients. Et voilà, sur cette étude de 2015, les auteurs ont carrément dressé un profil des différentes situations, ischémie aiguë, hibernation, viabilité, voilà, et leur évolution, pas au repos, mais plutôt à l'écho de stress. Mais quand j'ai vu cette étude qui est un peu plus récente et qui a comparé l'étude strain des patients en post-infarctus, et qui ont comparé donc, les données du strain au gold standard, qui est l'IRM cardiaque, pour essayer de voir est-ce qu'on a quelques paramètres qui sont corrélés à la transmuralité de la séquelle d'infarctus. Et les auteurs, disant sur cette étude qui a concerné un échantillon assez faible, qui ne dépasse pas 70 patients, ils ont étudié les différents paramètres, donc le strain longitudinal, circonférentiel, global, le multicouche, et malheureusement, c'est une étude qui est restée négative, puisqu'ils ont conclu qu'il n'y a pas vraiment de paramètres qui se dégagent comme étant assez puissants pour prédire, pour distinguer les séquelles transmurales des séquelles non transmurales. Et donc, comparativement à l'IRM, il y a peut-être besoin de faire d'autres études pour trouver, disons, l'aspect ou bien les cut-offs du strain qui vont différencier la séquelle transmurale de la séquelle non transmurale, donc prédire la viabilité chez les patients. Une autre application du strain chez les maladies, chez les coronariens, étant, disons, apporter des paramètres pronostiques. Et il y a des études qui sont assez probantes comme celle-ci, et c'est une étude vraiment récente et
surtout, c'est une étude prospective, multicentrique, de grande envergure, puisqu'elle a, disons, concerné pratiquement 569 patients à distance d'un post-infarctus et qui a essayé de voir est-ce qu'il y a une relation entre l'altération du strain chez ces patients et la stratification du risque rythmique chez les patients. Et comme on sait bien sûr que le risque rythmique en post-infarctus est un vrai souci qui va, disons, déboucher sur des indications importantes, notamment faut-il ou pas implanter les patients d'un DAI. Et ils ont remarqué qu'un autre paramètre du strain, qui est la dispersion mécanique, était vraiment un facteur prédictif puissant de risque rythmique chez les patients. C'est quoi ce paramètre de dispersion mécanique? Ça revient à étudier un petit peu les pics, enfin les courbes de strain, les courbes de déformation, et voir le pic, ici, le pic de strain des différents segments du ventricule gauche. Et en résumé, si on remarque que les pics sont vraiment assez rétrécis, assez proches, ça veut dire que le risque rythmique il n'y a pas de dispersion mécanique et du coup, il n'y a pas de risque rythmique important. Par contre, quand les pics de déformation des différents segments est très hétérogène, on est sur un risque rythmique élevé. Donc, si on veut être plus précis, donc il s'agit de mesurer la durée entre le début du QRS et le pic de déformation des différents segments, et on va faire la déviation standard de ces temps mesurés. Et sur cette étude, par exemple, ils ont mis comme cutoff 75 millisecondes comme étant le cutoff qui permet de distinguer entre les patients à risque rythmique faible en post-infarctus des patients à risque rythmique élevé. Ceci a plus de valeur ajoutée chez les patients qui ont des infarctus sans dysfonction ventriculaire gauche. Et comme on sait, ce sont des patients qui ne relèvent pas d'indication de DAI. Et bien, chez ces patients-là, le strain peut apporter un argument de plus, donc un marqueur de risque rythmique pour aller les implanter. Et par exemple, si les patients n'ont pas de dysfonction ventriculaire gauche sévère, et s'ils ont un strain global longitudinal altéré avec une dispersion mécanique importante, ça peut être un marqueur de risque rythmique et ça peut nous aider à sélectionner ces patients et les mettre sur la liste des patients relevant de DAI. Enfin, je vais conclure par cette dernière étude qui est très riche en enseignements. C'est une étude qui a été faite chez les patients des sujets sains sur 1300 patients et avec un suivi de pratiquement 11 ans. Et on a, disons, conclu que plus le strain est altéré chez les patients sains, plus la mortalité cardiovasculaire était importante, avec un risque beaucoup plus important par rapport à ceux qui avaient un strain normal. Donc c'était pourvoyeur de plus d'événements coronariens aigus, plus de mortalité cardiovasculaire et plus d'évolution vers l'insuffisance cardiaque. Voilà donc sur cette étude. Donc, ça permet d'intégrer pour les patients qui viennent pour des check-ups cardiovasculaires, le strain permet, disons, de sélectionner certains patients qui auraient un risque de mortalité cardiovasculaire beaucoup plus élevé que par rapport à des patients qui auraient un strain strictement normal. Donc, j'espère que j'ai touché aux différents aspects de la maladie coronaire pour vous dire que c'est un paramètre qui est maintenant devenu pratiquement incontournable dans l'évaluation du coronarien. Ça touche, comme on a vu ça touche les différents aspects, donc du diagnostic au pronostic à la viabilité. L'usage étant facile et relativement bien reproductible, il suffit d'un minimum d'entraînement et ça devrait être intégré comme marqueur échographique à vraiment prendre en considération quand on évalue nos patients coronariens. Je vous remercie.